Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de notre émission sur le plexus brachial. Nous avions parlé des traumatismes que peuvent subir ce réseau de nerfs, d'accord, qui innerve le cou, l'avant-bras, donc le membre supérieur. Et nous étions avec le professeur Sena Amouzou, chirurgien plasticien, qui nous a dit donc le rôle du chirurgien plasticien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un autre spécialiste, Prosper Komlavi Akosu. Je prononce bien. Vous êtes kinésithérapeute. Nous nous retrouvons justement pour voir un peu l'intervention, le rôle du kinésithérapeute justement dans la prise en charge justement des traumatismes liés au plexus brachial. Merci de nous recevoir. Merci à SODT TV pour le travail qui est là-bas pour instruire, informer la population sur les thématiques, surtout pour faire la visibilité de notre profession qui est la kinésithérapie ou la santé en général. Parce que c'est l'information qui fait de la population une population instruite. L'ignorance peut nous conduire ou peut conduire la population à adopter d'autres chemins qui ne mènent pas au traitement de leur maladie. Donc nous sommes honorés encore ce matin de recevoir encore dans nos locaux pour échanger sur ce sujet qui est le plexus brachial. Merci, belle introduction. Et vous aurez d'ailleurs l'occasion à la fin de cette émission de nous souhaiter nos vœux. Nous sommes en train de fêter 5 ans, c'est important. Vous aurez l'occasion donc de nous souhaiter nos vœux à la fin de cette émission. D'accord. Alors, petit rappel, mais avant, souhaitez-le-moi, qui est le premier appel d'ailleurs pour les téléspectateurs, pour ceux qui peut-être n'ont pas suivi le numéro précédent. Nous allons donc voir un peu ce qu'est le plexus brachial et puis nous revenons. Les traumatismes du plexus brachial sont des blessures complexes qui nécessitent une prise en charge multidisciplinaire. Une prise en charge qui implique la kinésithérapie. En effet, elle joue un rôle essentiel dans la rééducation et la récupération des patients atteints de ces traumatismes. Le plexus brachial est un réseau de nerfs qui relie la moelle épinière aux membres supérieurs. Les traumatismes du plexus brachial peuvent survenir à la suite d'un accident, d'une chute ou d'une naissance difficile. La kinésithérapie est utilisée dans ce cas pour réduire les douleurs, améliorer la mobilité et la force musculaire et restaurer les fonctions motrices et sensorielles du bras affecté. Cependant, les kinésithérapeutes utilisent des techniques telles que les exercices actifs pour renforcer les muscles et améliorer la mobilité, la thérapie annuelle pour réduire les douleurs et améliorer la flexibilité, et l'éducation et les conseils pour aider les patients à gérer leurs symptômes et à prévenir les complications. Les avantages de la kinésithérapie permettent de réduire les douleurs, améliorent la qualité de vie en restaurant les fonctions motrices et sensorielles du bras affecté et de prévenir les complications en identifiant et en traitant les problèmes potentiels. Monsieur Akosu, nous revenons à vous. Un rappel, bien évidemment. On a vu ce qu'est le plexus brachial. Alors, comment vous l'expliquez, vous, vu par le kiné, le plexus brachial, qu'est-ce que ça représente dans votre schéma d'intervention? Merci pour cette question. Le plexus brachial, c'est un réseau de 5 nerfs, à savoir C5, 6, 7, 8 et le T1, le premier thoracique. Donc, ce réseau innerve le bras, le membre supérieur. Donc, il a, je peux dire, 3 fonctions. Il a la fonction motrice. Et le réseau prend l'information du cerveau pour donner aux muscles du bras, du membre supérieur, pour leur mobilité, les mouvements et tout. Et ce même réseau, de façon sensitive, prend l'information sensitive, c'est-à-dire le toucher, la température, la douleur du bras vers le cerveau. Et en même temps, c'est ce réseau qui fait la coordination, l'appréhension fine et l'appréhension complexe des doigts. Voilà ce que je peux dire par rapport au plexus brachial et puis sa fonction dans notre organisme. Alors, merci de nous situer sur la fonction parce que c'est très important. Quand on va aborder les traumatismes, on comprendra donc en fait l'ampleur justement du mal, sinon des maux, qui peuvent donc entraver le bon fonctionnement justement de ce réseau
de nerfs. Alors, quels sont les traumatismes, d'accord, que vous avez souvent reçus ici concernant le nerf brachial? Qu'est-ce qui est fréquent? Dans ma pratique, c'est souvent le brachial par élongation, c'est-à-dire c'est des enfants qui naissent, des bébés qui naissent avec un bras paralysé lors de l'accouchement. Dans les manœuvres d'extraction du bébé, on a peut-être tiré sur le bras, la tête penchée et puis il y a arrachement, ça peut être complet ou partiel. Voilà. Après ça, il y a les accidents de la voie publique. Le monsieur dit qu'il est tombé, il n'a pas de fracture, il n'a rien, mais son bras ne bouge pas. Le bras est collé à son corps, la paume tournée vers l'arrière. Et la plus fréquente, c'est... Donc c'est quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Ok. La plus fréquente de la fréquentation, la plus fréquente, c'est les bébés. Ils sont plus fréquents. C'est ce que vous recevez. Voilà ce que nous recevons. Mais vous l'avez dit, il y a aussi donc les accidents de la voie publique. On en voit beaucoup plus aux urgences, des hôpitaux, des cliniques. Mais est-ce que vous pour les accidents de la voie publique, vous les recevez justement, c'est-à-dire qu'après les interventions chirurgicales, ou vous intervenez au même moment que ceux de l'autre côté travaillent? Normalement, le kiné travaille souvent, je peux dire après le chirurgien. D'accord. Même si avant, c'est peut-être pour préparer, pour faire pas grand-chose après le chirurgien. Donc, si on prend pour la voie publique, qu'est-ce qui se passe? Le chirurgien, il prend son malade, il reçoit son malade, il fait les soins. Maintenant, comme le kiné, c'est le spécialiste du mouvement, et comme l'arrachement, mais le déficit laissé par ce nerf qui est blessé, traumatisé, c'est le déficit moteur sensitif. Souvent, c'est ça, c'est le moteur qui est touché. La personne ne sent pas son membre supérieur, ne bouge pas, ne fait aucun mouvement avec le bras supérieur. Donc, on l'adresse après avoir fait le traitement. S'il faut opérer, on opère. S'il faut, peut-être on laisse. On dit, bon, il faut envoyer au kiné, il va rééduquer, on va voir comment ça va se passer. Voilà. S'il doit avoir régénérescence de certaines racines nerveuses, on le laisse. Donc nous prenons en charge le côté moteur, c'est-à-dire il faut réveiller les muscles, il faut réveiller aussi la sensibilité. Si les nerfs, il y a certaines racines qui sont encore là, ne sont pas toutes sectionnées. Voilà. Donc pendant que ou avant, c'est-à-dire que le chirurgien plasticien qui va remettre donc les nerfs en place, vous allez donc essayer d'assurer la fonctionnalité, que le mouvement puisse reprendre. Donc lui, avant, il faut qu'il fixe les nerfs, il les ramène à leur place. Voilà, s'il y a arrachement, il doit ramener à leur place, il doit faire tout ce qu'il doit faire. C'est ce qu'il vous a expliqué dans l'émission d'ailleurs. Évidemment, il doit tout faire. Oui. Après, il nous envoie pour la prise en charge fonctionnelle. C'est ça. Voilà, maintenant, chez les enfants, les nourrissons, les bébés, des fois, ce n'est pas un arrachement, ce n'est pas une section totale. Voilà. Il peut s'agir d'une élongation, c'est qu'on tire un peu sur les nerfs. Ça s'est étendu un peu. Ça s'est étendu un peu. Là, le déficit n'est pas grand, donc avec la kiné, on arrive à récupérer. Alors, là, on commence en même temps, dès que l'enfant sort, enfin, dès que la sage-femme ou bien le gynécologue constate qu'il y a l'enfant présente un déficit lié au traumatisme du plexus brachial, le deuxième, troisième jour, il adresse au kiné. Donc le kiné peut commencer sur ce nouveau-né-là. Sur ce nouveau-né-là. Parce que plus vous commencez, plus vous avez un résultat. Alors, et donc ça veut dire qu'au bloc, il est très important que les gens fassent attention. Oui, souvent le plexus, chez les nouveau-nés, quand il y a césarienne, on n'a pas ce cas. C'est quand là, on veut accoucher coûte par voie basse. C'est-à-dire que par voie basse, et on tire, on fait tout, le bébé. Voilà. Il peut arriver que dans les mouvements, on est tous des humains. Oui. Il peut arriver que dans les mouvements, justement, on puisse arriver à trop tirer. Et donc, d'où cette élongation-là, d'où cette tension sur ces nerfs-là, qui peut-être peuvent s'arracher ou alors, disons, s'étendre encore un peu, se blesser dans des fibres. Oui, donc bien des sûr, fibres. Bien sûr. Quand vous tirez, il y a certaines fibres qui vont se casser, d'autres vont rester. De toute façon, ce sera entamé d'une manière ou d'une autre. Voilà, il va avoir quand même un traumatisme. Donc d'où justement la notion de traumatisme. Alors, vous disiez à l'instant que cela peut être partiel ou total. Est-ce que selon que ce soit partiel ou total, ça influe votre travail? Oui, évidemment, si c'est total, on ne peut rien parce que là, qui n'aime pas,
remettre les nerfs à leur place. Donc il faut retourner au plasticien. Il faut retourner au plasticien. Okay. Mais ce que nous faisons, c'est que vous devez entretenir le muscle et les articulations. D'accord. Dans l'idée que quand le plasticien va remettre les nerfs en place, que les muscles peuvent commencer par fonctionner. Et si vous les laissez que les muscles soient fondus, disparus totalement, quand on va même faire la réparation nerveuse, il y a du boulot que vous allez faire, ça va allonger votre traitement, la récupération. Donc, c'est comme ça, vous devez, si c'est total, on doit toujours commencer à mobiliser les articulations, à stimuler les muscles pour les garder en forme. C'est ça. Pour les garder en forme. C'est-à-dire que garder les muscles en l'état. En état. D'accord. Donc dès que le chirurgien va faire son boulot après, les muscles c'est comme ils sont préparés à recevoir l'information du cerveau, mais bouger, mais faire ceci, puis c'est comme ça. D'accord. Ben voilà un peu donc le rôle du kiné. C'est ça en fait, on a vu, et vous l'avez dit, on peut commencer aussi dès le début, tout comme on peut être donc attendre le chirurgien au bout de chaîne. Voilà. Et donc de toute façon, le chirurgien l'a expliqué, c'est des discussions, c'est une communication que vous avez. Et il y a un certain triangle le plus souvent à respecter. Oui. Est-ce que le plus souvent les patients respectent ce triangle-là? Ce va-et-vient entre vous, justement, et le chirurgien plasticien, est-ce que les gens sont réguliers? Ah oui, normalement, c'est le rôle des praticiens. Le kiné, un médecin t'a confié un patient, t'a adressé un patient. Tu finis ce que tu dois faire, tu le retournes. Et si tu as des difficultés en cours de traitement, tu dois le retourner. Le rapport qui doit exister entre le chirurgien et le kiné, enfin, pour d'autres corporations aussi, c'est ça qui détermine vraiment une collaboration. C'est ça qui va sauver même le patient. Le succès et l'efficacité de la prise en charge. Dès que le lien là est brisé, mais tout change. Tout change. Voilà. Et le plus souvent, le patient, d'ailleurs, si cette communication... C'est lui qui paie les pots cassés. Parce que si, par exemple, le plasticien, je dois lui rendre compte de l'évolution de mon travail et je ne lui dis pas, et je garde le patient à moi-même. Parce que, peut-être, pour se prouver qu'on peut... Donc, ce que je garde le patient, pour moi, mais c'est le patient qui paie. Parce qu'il doit retourner, on l'évalue. S'il faut encore faire une nouvelle intervention, on va faire. Mais si je garde et que l'intervention ne se passe pas, lui aussi ne récupère pas. Parce que là, on est rentré dans du jonglage, on veut faire... Pas du jonglage, mais c'est comme un peu de suffisance en fait. Voilà. Et donc, justement, il faut briser les égos. Voilà. Maintenir une bonne communication. Une bonne communication, cela dit, elle doit être fréquente et permanente, justement, entre les deux spécialistes, on va dire. Les deux traitants. Voilà, les deux traitants. Mais là, la part du malade aussi. Ah oui. En fait, les malades... Enfin, le patient qui est venu... Le patient qui est venu... Celui qui est l'objet, justement, de cette communication. Souvent, qu'est-ce qui se passe pour la prise en charge du plexus brachial, c'est un truc de long... De longue période, de longue durée. Ou quand vous commencez... Il faut la patience. Il faut la patience si c'est un bébé, il faut la patience du parent. La patience du parent. Ne pas se lasser des va-et-vient, des allers-retours. Parce qu'il faut faire au moins dans la semaine 4 fois. Ou 3 fois. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Or, une séance, c'est de l'argent. Il y a cet aspect aussi. Il y a cet aspect, il y a le déplacement, c'est de l'argent. Il y a le temps perdu, le temps perdu, c'est de l'argent. Donc tout ça, ça crée un peu d'handicap aux patients pour honorer les séances. Mais ça fait forcément une gêne. Mais ce qui encourage... Vu les bourses qui ne sont pas aussi... au point. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que quand il y a un résultat, ça les motive. Donc, quand il n'y a pas de résultat, il faut trouver des solutions. Et pourtant, on est obligé de passer par là quand on est passé par ce traumatisme. Vous nous direz les complications si rien n'est fait. Et là, on avait prévu parler justement de cet aspect qu'on vient d'aborder. L'attitude, le comportement, la régularité, d'accord, l'assiduité, la discipline du patient, qui sont en fait des éléments, on va dire, des facteurs, des paramètres qu'il faut négliger. Et qui font partie justement des critères de l'efficacité du traitement. Alors, j'ai abordé ce point pour que les gens puissent comprendre un peu, le plasticien l'a expliqué, il faut que le patient aussi joue sa part.
Alors revenons à ce que j'introduisais à l'instant. Vous dites, c'est vrai, ça prend du temps, mais il faut avoir de la patience parce qu'il y a un objectif précis. De la rééducation. La rééducation. Voilà. Le but, c'est de rétablir quelque chose. La fonctionnalité. Et justement, la fonctionnalité, ça ne peut pas se rétablir en un jour, en 2 jours. Mais je vais faire une parenthèse, c'est que les gens pensent que chez les kinés, quand vous venez, c'est comme si vous allez chez un infirmier, vous avez un palu, il prescrit, vous avez fait l'injection 3 jours, puis vous rétablissez. Chez le kiné, c'est pas comme ça. Chez le kiné, c'est un long processus. C'est un long processus. C'est-à-dire que vous venez le premier jour, il essaie d'identifier le problème. Voilà, il fait son analyse, son bilan, comme on l'appelle souvent. Il détecte les déficiences, tout ce que vous avez comme problème, tout ce que vous avez comme au moins acquis à garder, à entretenir. Et en fonction de ça, il fait un plan de traitement. Et vous devez suivre le plan de traitement correctement. Quels que soient les coûts, si vous voulez retrouver ou bien avoir la fonctionnalité de l'organe en question. Donc vous devez suivre correctement les conseils, tout ce qu'il vous donne comme solution. On aura le temps de parler du travail du kiné. Parce que le kiné, quand on parle du kiné, on pense que c'est ce machin-là qui passe de baume, qui étire, qui réajuste, et puis c'est bon. Alors, c'est vrai que le patient arrive comme ça. Vous faites votre bilan, vous vous rendez compte que ce monsieur, il faut qu'il aille chez le chirurgien. Parce que quand on a des douleurs, on pense tout de suite qu'avec le kiné, le problème est réglé. Pour le cas précis du plexus brachial, on a le bras qui est tendu, qui ne bouge pas, qui est là. Et vous l'avez dit, la paume inversée d'ailleurs. Mais quand on vient et on apprend qu'il faut aller chez le chirurgien, vous imaginez l'état d'âme du patient. Ça aussi, c'est un autre paramètre. C'est un autre paramètre. Mais ce qui est bien, c'est que on ne peut pas dire directement, normalement, un agent de santé ne doit pas dire directement. C'est comme monsieur, votre problème là, c'est grave, vous devez faire ceci. Non. Vous l'amenez graduellement. Graduellement. C'est pourquoi dans la formation, on a fait au moins des cours basiques de psychologie. Voilà. On a des notions basiques de psychologie. Comment commencer, comment aborder. Travailler. Travailler le patient pour qu'il accepte ce que vous proposez. Ça veut dire que l'état émotionnel doit être stable également. Voilà. Même pour faire la prise en charge, vous devez expliquer ce que vous voulez faire au patient. S'il n'est pas d'accord, vous êtes obligé de le convaincre. De dire, mais ça là, c'est pour ça. On fait ça pour que vous ayez ça. On fait ça pour que vous ayez ça. Et à la fin, votre objectif, c'est ça. Vous voulez marcher. Donc, on va passer par la douleur, par ceci, pour vous amener à marcher. Et bon. Mais si vous dites non, madame, vous devez marcher, donc vous devez avoir mal. Et puis bon, mettez le pied par terre, on fait ceci. Mais la personne peut dire, mais j'en ai marre. Il finit la première séance, il disparaît, il ne revient plus. Et souvent, c'est perdu de vue, vous les retrouvez après dans quelles conditions? Des conditions qu'on ne souhaite pas avoir. On va revenir là-dessus à la fin. Si on prend le cas du plexus brachial, quelqu'un qui commence à dire les enfants et la maman abandonnent les séances. Je me souviens, quand j'étais en formation en 2005, dans les vacances, je suis allé faire un stage au CHU, au Tocoin, dans le service de la pédiatrie. J'ai rencontré une dame avec sa fille qui avait un plexus brachial. Donc, ils étaient en train de faire la prise en charge. Bon, moi, j'ai participé. Bon, moi, quand j'ai fini, je suis parti. Mais je me dis, je suis retrouvé la fille là, en 2024. Avec un enfant, mais un bras qui ne fonctionne pas. 2005 2024. Parce qu'à un moment donné, on n'est pas allé au bout du processus. Elle a grandi. Elle a même un enfant, mais le bras est là. Le bras est rétréci, mince. Mais vivement que les gens aient les moyens, que la MU puisse vraiment pallier ces problèmes. Parce que le plus souvent aussi, en dehors, je vais dire ça, je vais utiliser le mot, il est peut-être fort l'indiscipline donc des patients. Mais il y a aussi le paramètre financier. Surtout, c'est le paramètre financier. Voilà. C'est le paramètre financier, et puis c'est ça. Supposons que c'est. La dame a deux enfants. Le premier peut-être à 3 ans, et puis l'autre vient avec un processus. Elle va traîner les deux chaque fois à l'hôpital, parce qu'il n'y a personne pour garder le lourd. Justement, on va parler du transport aux moyens qui ne sont pas forcément les plus orthodoxes possibles pour garantir la sécurité
d'abord sur le trajet, il y a des risques qu'on va prendre pour venir. Voilà donc les aléas justement de la prise en charge. Vivement que les assurances puissent prendre en compte justement tous les actes, même dans votre domaine. Parce qu'il n'y a pas qu'à l'hôpital. Dans votre domaine aussi, qu'on puisse dire une séance est subventionnée, une séance est prise en charge par les assurances. Les assurances prennent en charge quand même les actes de kiné. Voilà. Pourvu que ça soit prescrit par un médecin. Voilà. Eh bien, donc il faut que le médecin prescrive les séances, que ce soit clairement indiqué. Vous faites donc, si on arrive chez vous, si c'est 10 000, l'assurance fait que... Ça dépend du contrat que l'assuré a avec sa compagnie d'assurance. D'accord. 20%, 50%, 80%, 100%. Donc ça marche également chez vous. Alors ça, au moins, c'est un point rassurant. Oui. On va terminer parce que le temps est pris contre nous. Nous n'avons pas voulu aller justement en profondeur par rapport. Justement, on a abordé les actions, les aspects psychologiques également de la prise en charge. Vous avez donc effleuré, on va dire, de manière sommaire quand même, ce qui peut intéresser le patient, sinon les patients que nous sommes. Les techniques, vous en avez plusieurs. L'électrosimulation, vous avez donc, disons, passive, active, c'est vous qui connaissez. Voilà. Oui. Moi, je sais que vous avez donc la manière qui vous permet justement de prendre en charge. Donc, vous avez des techniques bien élaborées, bien étudiées, où l'on peut être rassuré que quand on vient chez vous, vous faites l'essentiel pour nous redonner la sensibilité, la fonctionnalité de nos nerfs, mais aussi de nos organes. Oui. Alors, Prosper, comme l'a dit Akosu, nous n'avons pas fini. Je vous laisse délivrer votre message et derrière, nous allons nous occuper des vœux. Oui, tout d'abord, j'ai deux messages. Tout d'abord, à l'endroit de la population, concernant le plexus brachial. Ça affecte un peu l'estime de soi. Parce que quand vous faites un traumatisme du plexus brachial et que vous ne vous faites pas prise en charge, votre membre reste inerte, sans mouvement. Surtout quand c'est complet. Quand la tête est complète, on n'a pas de mouvement. Donc, si vous ne vous faites pas prendre en charge du côté chirurgical comme kinésithérapie, vous avez perdu l'usage de votre bras. Et l'estime de soi, c'est comme vous êtes à moitié. Oui. Je dis d'abord, ce n'est pas une fatalité. Parce qu'il y a un traitement pour ça. Oui. Et le traitement permet d'avoir une rémission totale et de retrouver la fonctionnalité totale. Même si ce n'est pas total, au moins à 80%, c'est déjà bon. Ah, d'accord. Oui, parce qu'on peut faire des palliatifs ou faire une réadaptation. Voilà. Donc, ça, c'est le premier. Il faut que surtout, même les enfants, après les mères qui ont des enfants, parce que le problème, c'est la détection. Il faut vite détecter. Voilà, le plasticien l'a expliqué. Voilà. Chez l'adulte, ça se voit, c'est évident. Quand il fait l'accident, on dit de bouger, il ne bouge pas. Voilà. Mais chez l'enfant, si ce n'est pas prononcé, ça ne se détecte pas vite. Donc il faut que, c'est ce que j'ai le deuxième point, ça. Les sages-femmes, les gynécologues détectent rapidement, fassent tout pour détecter s'il y a un plexus brachial qui est atteint, et de l'adresser rapidement, soit chez les kinés, soit chez le chirurgien, pour une meilleure prise en charge, pour que la récupération soit dans le temps. De toute façon, quand on sait très bien que dans la sortie du bébé, il y a eu quand même des gymnastiques, on doit avoir la présence d'esprit de s'assurer que tout va bien. Voilà. On doit avoir la présence d'esprit de s'assurer que tout va bien. Donc, plus on commence tôt, plus on attend un résultat. Dès la sortie du bébé, déjà, il faut commencer par discuter. 2 jours, 3 jours à faire. Voilà. Déjà, moi, j'ai un ami gynécologue, quand ça arrive chez lui, ça fait 2 cas ou 3 cas qu'il m'a envoyé. Deuxième jour, il t'appelle de venir voir. Je vois, parce qu'on commence par un bandage, le bras au corps, pour permettre à la plaie de cicatriser. Parce que quand on le tire, il y a aussi des tirements au niveau des ligaments et tout ça. Il y a des lésions. Voilà, des lésions ligamentaires et tout. Donc ça cicatrise. 8 jours après, vous commencez par stimulation, mobilisation. Et on fait même des haltères, c'est-à-dire des posturations avec des orthèses. Voilà, pour maintenir le bras poignet, le bras et tout ça dans le sens. Après, le raccordement puisse être rectiligne d'abord et total. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Donc il appelle, 2 jours après, il t'appelle, tu commences ton boulot. Maintenant, quand tu vois que nous avons fait des tests, s'il y a des racines qui ne répondent pas, on est obligé de remonter vers le chirurgien. Voilà. Et ensuite, il dit, bon, ce que vous avez vu, vous êtes trompé.
le nerf fonctionne. Voilà. Continuez, non, vous n'êtes pas trompé, vous êtes sur la bonne ligne, on va faire ci, mais en attendant, continuez pas à entretenir les muscles. Donc, prise en charge pluridisciplinaire, discussion, concertation, voilà. véritable dialogue, partie prenante et celui qui fait sortir le bébé pour le cas des nouveau-nés. Voilà. Alors celui qui doit réparer le bout de chaîne, donc le kiné, celui qui doit entre-temps remettre les choses à leur place, le chirurgien plasticien. Voilà. Et il y a le parent. Oui, parce que dans la famille. Voilà, dans la prise en charge, il y a l'éducation parentale. Voilà. Il faut éduquer les parents à faire quelques gestes, comment prendre le bébé. Parce qu'après, à la maison, il faut s'assurer que tout est en place. Voilà. Le kiné ne va pas nous suivre partout. Non, bien éduquer les parents, répondre correctement à leurs inquiétudes pour qu'à la maison, le parent peut prendre en charge sur quelques plans. Donc, vous nous interpellez, nous tous, vous nous dites, voilà la situation qui se présente. C'est d'avoir l'œil, d'observer, d'être attentif et d'être réactif. Réactif. Ça ne suffit pas que d'observer, mais il faut réagir et réagir le plus tôt possible. Vous ne pouvez pas constater un bras pendant ou bien qui ne bouge pas sur votre enfant. Voilà. Et puis vous restez là, mais demain ça va venir. Ou bien la sage-femme a peur qu'on dise qu'elle a mal fait son travail, elle ne signale pas. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Il y va de la santé de l'enfant. Et même dans le... Tout être humain est faillible. Voilà, ça c'est normal. Et donc, quand au niveau de la sortie du bébé, il y a ce problème, c'est de le signaler. Ne gardez pas pour vous. Non. De toute façon, quand on a étiré, on a arraché le musculeux, le terme est un peu fort, c'est ce que les gens disent, hein, dans les viatos, pour l'OD. Quand ça arrive, il faut être honnête, on fait le point. Au fait, l'accouchement, il y a ça dans le temps. L'enfant qui ne sort pas vite, la conséquence qu'il court est grave parce que il est sorti avec un plexus brachial. Voilà, vous avez raison, parce que ce n'est pas de la torture, il faut que les gens comprennent que plus ça dure, l'enfant ne sort pas, il y a un risque pour les deux. Les parents qui ont des enfants d'infirmité motrice cérébrale, 5 ans, l'enfant ne s'assoit pas, c'est une corvée, puisque un enfant qui marche avec un bras ballant. C'est mieux. Voilà un peu la chose. Donc, si vous dites que non, ça va tirer mon enfant avec force aussi, mais c'est pour sauver et toi-même et l'enfant. Et c'est pour ça justement que la sage-femme doit expliquer et que tout le monde garde son calme, parce qu'il y a toujours une solution. Parce que là, quand on arrive à cet instant fatidique où 2 vies sont engagées, c'est normal quand même qu'il y ait un peu de stress et qu'il y ait peut-être quelques petites failles, quelques insuffisances. Monsieur Akosso, vous avez tout dit, vous nous avez interpellé. On n'aura jamais assez le temps, mais on reviendra. Nous nous retrouverons encore et encore. Merci de votre disponibilité. Ce n'est pas fini parce que nous allons vous retrouver dans un autre numéro. Il s'agira cette fois-ci de la prise en charge. Donc, des traumatismes, des amputations. On va voir ce que le kiné fait dans ce domaine. Mais comme je l'ai dit, vous devriez souhaiter les vœux à notre chaîne. SOS Docteur TV. Notre chaîne, la vôtre et la nôtre. Oui, notre chaîne. SOS Docteur TV. Oui. Vous fêtez 5 ans aujourd'hui, c'est ça? Oui. C'est le jour d'incidence. Oui, le jour d'incidence, on va dire l'année 2025. L'année 2025. 2025. Toute l'année, c'est l'anniversaire de SOS Docteur TV. Et au jour le jour, jusqu'à la fin de l'année, on fêtera. La fête, c'est sur SOS Docteur TV. Si c'est que j'arrive à chanter, j'allais vous faire Freedom. Essayez quelque chose. Je sais qu'à l'école, on vous apprend beaucoup de choses. Démontrez à ceux qui vous regardent à l'école. Voilà. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. SOS Docteur TV. Merci. Bon vent pour sensibiliser, éduquer, informer notre population. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Akosso. Vous êtes un bon partenaire. Chers téléspectateurs, on met une petite pause parce que nous allons nous retrouver dans une autre émission. Il va nous parler à la suite du chirurgien plasticien que nous avons reçu encore également sur un autre thème. Je l'ai énoncé tout à l'heure, c'est la prise en charge des amputations. On va voir ce que le plasticien fait et ce que le kiné fait. Nous allons composer le tandem, nous restons avec eux sur ces 2 aspects et bien d'autres aspects également. Nous également, donner l'information, mais c'est aussi fédérer les spécialités pour qu'ensemble on ait la même vision, on ait la même façon
de voir les choses et que tout le monde ait la bonne culture du bien-être et de la santé. Restez des nôtres. Joyeux anniversaire!